Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce webinaire consacré à la présentation de la restauration des milieux aquatiques. Deux souris. Cette session est prévue pour se terminer à midi. Elle se déroulera avec quatre intervenants, à savoir trois de mes collègues, Amélie Garnier, Sandrine Gouin, Anaïta Marzin et moi-même, Laurent Vienne. Alors, d'ores et déjà, pour mieux vous connaître, nous vous proposons de vous lancer un petit sondage. Je vous remercie. Vous êtes 230 actuellement de bien vouloir y répondre. Donc, vous avez à l'écran les résultats de ce petit sondage. Alors, on peut, comme vous le voyez, observer que majoritairement, nous avons avec nous des collectivités pour 64%, également pour près de 15% des associations, ce qui est quelque part dans le cœur de cible de cette session, compte tenu des compétences dévolues au milieu aquatique et des dossiers suivis par ces organisations. Nous avons également des services de l'État, des bureaux d'études, et en termes de représentation régionale, nous avons même les collègues de Normandie, d'Occitanie, mais il y a plutôt un bon équilibre de l'ensemble des régions pour la thématique. Alors, vous rappelez également que nous arrivons au terme de la dernière journée de ces web rencontres qui se sont déroulées sur l'ensemble de la semaine. Et, il reste encore une session cet après-midi qui sera consacrée spécifiquement au nouvel outil de l'agence, là. Et l'ensemble des précédentes interventions seront disponibles bientôt sur notre site de l'agence. Par ailleurs, donc, le programme de cette journée, enfin de cette matinée, se déroulera en trois temps. Un premier temps consacré au cadrage du programme et aux stratégies d'intervention. Un second temps dédié aux outils à disposition. Et enfin, un petit point, bien qu'il y ait cet après-midi une session spécifique arrivage, mais pour faire le lien avec la thématique qui nous concerne ce matin. Chaque présentation, temps de présentation, sera suivi d'une session de questions-réponses et vous avez à votre disposition un module questions-réponses par lequel vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions. Et j'en profite pour remercier les collègues qui sont présents ce matin, qui essaieront dans la mesure du possible de répondre à vos questions qu'on espère nombreuses au fil de l'eau. Pour rentrer dans le vif du sujet, vous rappelez que le 12e programme, lorsqu'il a démarré il y a de ça à peu près un an et demi, a été construit sur la base d'éléments de cadrage divers et variés. Vous en avez certains à l'écran, donc comme notamment la stratégie nationale biodiversité, le plan eau, le plan milieu humide, la stratégie captage, le SDAGE. Il y a même aussi des éléments comme des lettres de cadrage, notamment ministérielles. Le 12e programme embarque 2,4 milliards pour agir, issus de redevances, ce qui fait en moyenne 367 millions d'euros d'aide par an sur la période 2025-2030, date à laquelle le programme est prévu de se terminer. En termes d'éléments, à noter que le 12e programme est construit autour de principes essentiels pour structurer le 12e programme, notamment nouveauté, un programme construit autour d'objectifs clés, ciblés et chiffrés,
à suivre au long du programme avec notamment des indicateurs. Un deuxième principe consiste à renforcer la transversalité entre les démarches thématiques et la coopération entre acteurs en s'appuyant notamment sur les partenariats. Il y a également toujours le principe de sélectivité et lisibilité du programme qui vise à cibler l'action sur des secteurs prioritaires avec des taux différenciés selon l'efficience des dispositifs d'aide. Et enfin, il y a également un principe qui consiste à accompagner la stratégie des territoires la plus transversale possible, avec une réelle ambition se mesurant par la définition d'objectifs clairs et précis. En termes de taux et majoration d'aide, puisqu'on vise plutôt des aides incitatives, trois taux sont liés à l'efficience de ces dispositifs. Un taux d'accompagnement fixé à 25%, un taux prioritaire fixé à 50% et enfin un taux maximal qui, lui, est fixé à 70%. Par ailleurs, à noter la possibilité de mobiliser des majorations de plus 10% pour des missions de coordination et d'appui thématique pour les programmes de sensibilisation, notamment lorsque les régions sont partenaires. Il y a par ailleurs des majorations liées à la solidarité urbain-rurale avec possibilité de mobiliser plus 10% uniquement pour les collectivités. En termes de solidarité urbain-rural, à noter qu'au 12e programme, cette solidarité a été renforcée pour le grand cycle, donc la thématique qui nous réunit ce matin. Et vous verrez que lors des dispositifs aidés qui vous seront présentés par la suite, il y a possibilité sur certaines modalités de pouvoir mobiliser ce dispositif. À titre indicatif, vous avez la carte du bassin qui vous visualise les communes qui peuvent être éligibles à ce dispositif qui remplace l'ancien zonage France Ruralité qui était peut-être plus familier lors du 11e programme. Et vous disposez d'ores et déjà, si vous le souhaitez, d'un simulateur qui peut vous permettre de voir si vous êtes éligible ou non à ce dispositif. En termes de 12e programme, ce 12e programme s'appuie sur des stratégies d'intervention mobilisées au travers de 7 enjeux. L'enjeu qui nous concerne aujourd'hui est la qualité et la fonctionnalité des milieux aquatiques humides, marins et la biodiversité associée. Et il y a également, dans la présentation de ce matin, un petit lien passerelle qui sera fait avec l'enjeu qui a fait l'objet d'un webinaire hier après-midi, à savoir le bon état des eaux et des milieux marins et littoraux. Pour rentrer un petit peu plus précisément dans l'objectif et les éléments de cadrage qui concernent notre enjeu, vous rappelez que sur notre enjeu, ce qui a prévalu plus précisément à retenir comme élément structurant, on s'est basé notamment sur la lettre de cadrage ministérielle qui a été adressée au président de comité de bassin et également sur le bilan de notre 11e programme où différentes choses, appels à projets ou autres, avaient pu être mises en place et sur ces bases-là, on a retenu certains éléments. L'objectif prioritaire est bien évidemment toujours l'atteinte du bon état, avec l'ambition d'agir plus vite et plus fort, auxquels sont associés différents enjeux dits majeurs, qui, pour notamment notre thématique des milieux aquatiques, se retrouvent au travers
l'ambition du développement des solutions fondées sur la nature, la lutte contre l'érosion de la biodiversité, la préservation du littoral et du milieu marin, en visant notamment des territoires à enjeu, comme notamment les têtes de bassin, les zones humides, en accompagnant principalement les territoires au travers des pratiques de contractualisation que vous pouvez connaître et que vous connaissez, et en renforçant les exigences pour garantir l'efficacité des aides en ciblant bien évidemment des cibles et des territoires à enjeu. À noter également, comme j'ai pu le préciser dans les éléments de cadrage, la notion du plan eau qui identifie dans certaines mesures, 7 sur les 53, un financement plus particulier et qui cible, enfin apporté par les agences. C'est pour cela que en zoomant ou en descendant un petit peu d'un cran, il est important de rappeler que sur notre enjeu, aujourd'hui, sur notre bassin, 76% des masses d'eau, cours d'eau, présentent un risque lié aux pressions sur la morphologie, la continuité et l'hydrologie. Et il est également important de noter qu'il convient de contribuer à la stratégie nationale biodiversité 2030 qui fixe notamment des objectifs en ce qui concerne la restauration des écosystèmes terrestres, mais également côtiers et marins, et de renforcer également via des objectifs de 50 000 hectares de haies nettes d'ici 2030, de renforcer les actions pour justement préserver et améliorer cette biodiversité. Le plan national milieu humide est aussi un enjeu fort. C'est d'ailleurs un des objectifs et sous-ensembles, si je puis dire, de cette stratégie nationale biodiversité qui est également accompagnée avec des objectifs clairs et chiffrés. Et à noter également l'importance et la prise en compte du plan d'action pour une mise en œuvre apaisée de la restauration de la continuité écologique, dit PAPARS, qui chiffre des ouvrages prioritaires à restaurer. Pour répondre à cet enjeu milieu aquatique, donc vous rappelez, mais je pense que vous l'avez pour ceux qui ont pu participer aux différents webinaires ou rencontres, le 12e programme donc embarque 2,4 milliards. Et à ce titre, quand on regarde plus spécifiquement la répartition, on peut constater que 391 millions d'euros sur les 6 ans sont dévolus au milieu aquatique, ce qui en fait le deuxième poste derrière la lutte contre les pollutions domestiques. Et si on compare sur les moyennes 11e programme, on voit que la dotation moyennée par an porte à 65 millions. Donc, on voit que c'est une politique qui est en augmentation, mais que j'aurais quand même tendance à, si je puis dire, bémoler dans le sens où il y a beaucoup de demandes en la matière, il y a une forte dynamique et il est probable qu'on atteint un plateau et que l'on ne puisse pas forcément tout financer en termes de projets compte tenu de cette dynamique grandissante et cet intérêt pour les milieux aquatiques. Malgré tout, quand on regarde et on essaie de chiffrer par rapport à l'ambition du programme, on voit que c'est quand même 18% du programme, hein, ce montant-là, pour restaurer donc les cours d'eau, les milieux humides et la continuité écologique. Hein, donc c'est bien ces thématiques-là qui sont fléchées. Également, de pouvoir lutter, comme on l'a précisé tout à l'heure dans les objectifs, lutter contre l'érosion de la biodiversité. Donc un FEOD, bien évidemment, au milieu aquatique, humide et marin, et de pouvoir aussi mobiliser au travers ce budget la restauration des habitats littoraux et marins, ainsi que l'aménagement des bassins.
À cela, il y a donc, au travers des objectifs décrits tout à l'heure, des cibles plus particulières que vous avez donc en haut de la slide, qui donc ambitionnent d'être atteints au travers les dispositifs d'aide que l'on va vous présenter. Donc, ça concerne bien évidemment, comme par exemple 2100 hectares restaurés de milieux humides par an, les habitats marins, les objectifs liés à la restauration de la continuité, eu égard à ce que j'ai pu vous décrire dans l'accompagnement et la prise en compte des objectifs pour notre thématique. Donc, si je rentre un petit peu plus précisément dans l'enjeu, pardon, pour aller plus loin par rapport à cela, notre stratégie en fait d'action s'articule autour, de quatre objectifs pour rétablir le bon fonctionnement écologique et hydrologique des milieux aquatiques, favoriser la résilience des territoires face au dérèglement climatique et donc lutter contre l'érosion de la biodiversité. Donc, je vous propose de décrire ces objectifs auxquels s'ajouteront deux autres objectifs que je vous préciserai tout à l'heure. Le premier donc objectif concerne la restauration de la qualité et les fonctionnalités des cours d'eau. Donc, il vise à supprimer les principales causes du classement des masses d'eau en risque de non-atteinte des objectifs environnementaux 2027, pour ce qui concerne les obstacles à l'écoulement et notamment les pressions physiques. Il vise les masses d'eau en risque morphologique, hydrologique ou continuité de non-atteinte des objectifs de bon état et les masses d'eau dégradées, en particulier celles proches du bon état, en vue d'améliorer de 10 points le nombre de masses d'eau en bon état pour notamment faire écho à ce que j'ai précisé tout à l'heure sur le pourcentage des 76% dans les grands objectifs. Accompagner également la réalisation de travaux ambitieux pour restaurer la continuité écologique, donc dans le cadre des démarches territoriales, bien évidemment, pour corriger les altérations de la morphologie des cours d'eau et réduire la pression hydrologique, notamment liée au plan d'eau. Le deuxième objectif concerne la préservation et la restauration des fonctionnalités des milieux humides. Donc, il s'agit, au travers de cet objectif, de pouvoir promouvoir et renforcer donc, les actions en faveur des milieux humides pour faire face notamment aux défis du dérèglement climatique. Il vise également la préservation des milieux humides continentaux et rétro-littoraux sur l'ensemble du bassin. Il concerne également l'accompagnement de la connaissance, la maîtrise foncière, la préservation et la restauration des milieux humides continentaux et rétro-littoraux. Pour le troisième objectif qui est embarqué, il concerne la préservation et la restauration de la biodiversité, donc un FEOD au milieu aquatique humide et marin. Et cet objectif vise à stopper et inverser l'effondrement de la biodiversité des milieux aquatiques humides et marins en cohérence avec les objectifs de la stratégie nationale biodiversité 2030, dit SNB. Il accompagne également la restauration des milieux et la préservation des espèces menacées, un FEOD au milieu aquatique, comme on a pu le dire précédemment, humide et marin, cité dans un plan national d'action, mais également sur la liste rouge nationale de l'Union internationale de la conservation de la nature, menacée de disparition en termes de classement, ou dans les deux plans de gestion des poissons migrateurs, donc du bassin Loire-Bretagne, donc les plagépomies, puisque nous avons deux plagépomies sur notre bassin. Et il vise également à mobiliser tous les acteurs et s'appuie
sur des partenaires engagés, ce qui fait écho aux principes que l'on a pu présenter tout à l'heure. Pour ce qui concerne le quatrième objectif, il s'agit d'un objectif qui est donc l'aménagement des bassins versants. C'est un objectif qui est désormais intégré au 12e programme dans l'enjeu milieu aquatique, car il s'agit d'un objectif qui est un levier pour retrouver le bon état des masses d'eau et donc lutter contre les effets du dérèglement climatique. Il vise à réduire le transfert de particules de sol et d'atténuer les risques liés aux événements extrêmes qui ont pu être connus sur certains bassins versants, tels que les inondations. Il accompagne également cet objectif-là, l'aménagement des bassins versants, par des études plus spécifiques sur le ruissellement et la mise en place d'infrastructures naturelles telles que les haies, les talus et les ripisylves dans des démarches territoriales sur des masses d'eau en risque de non-atteinte du bon état et également sur les têtes de bassins versants qui auraient pu être désignées notamment par les sages. À noter que cet objectif est partagé avec l'enjeu qui concerne la lutte contre les pollutions d'origine agricole, puisque effectivement, il embarque la lutte contre les transferts de particules de sol et de pollutions diffuses agricoles telles que phosphore, nitrate ou tout ce qui concerne les molécules liées aux phytosanitaires. Il mobilise également les agriculteurs qui peuvent mettre en place des dispositifs tampons pour limiter tout ruissellement et érosion des sols. Donc, on voit bien qu'au travers cet objectif-là, les actions sont à bénéfice multiple en ce qui concerne l'enjeu de qualité, mais également tout ce qui concerne l'hydrologie ou l'atténuation des effets liés au dérèglement climatique et également favorable à la biodiversité en ce qui concerne notamment avec la mise en place de haies, comme on a pu le préciser, une préservation d'habitats et de nouveaux, voire habitats pour la faune pardon, et la flore. Donc, pour l'enjeu qui vient, je vous propose de passer la parole à ma collègue Anaïta. Merci. Bon. Ouais, merci Laurent. Bonjour à tous. Donc Anaïta Marzin. Donc moi je suis chargée d'études biodiversité marine au sein de la mission littorale et milieu marin de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Et donc moi je vais vous parler plus spécifiquement de l'enjeu de préservation et de restauration du bon état des eaux et des milieux littoraux et marins, et en particulier de l'objectif de préservation et de restauration des milieux naturels littoraux et marins. Donc en fait, depuis la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les agences de l'eau sont déjà impliquées dans le financement d'actions en faveur de la biodiversité et de la biodiversité marine en particulier. Mais jusque-là, voilà, pour s'approprier cette nouvelle thématique et puis préciser sa stratégie, l'agence de l'eau Loire-Bretagne était passée via des appels à projets. Et donc, c'est bien le bilan et puis les retours d'expérience sur les projets qu'on a pu accompagner dans le cadre de ces appels à projets qu'on a pu élaborer notre stratégie là, pour ce 12e programme d'intervention et proposer d'accompagner au fil de l'eau des actions en faveur de la biodiversité marine. Donc, on sait qu'une des premières causes de l'effondrement de la biodiversité, c'est les dégradations physiques de ces milieux, et notamment tout ce qui va être artificialisation côtière, fragmentation ou destruction d'habitats marins. Donc là, nous, dans ce 12e programme, ce que l'on vise en particulier, c'est bien la réduction de ces pressions physiques, voire leur suppression sur les habitats marins. Donc voilà, lié notamment à certains aménagements ou usages côtiers. Donc là, je vous ai mis l'exemple des mouillages
sur herbier ou sur merle, mais on peut évidemment accompagner d'autres types d'actions qui réduiraient les impacts des aménagements côtiers. On vise aussi, lorsque ces pressions responsables des dégradations sont maîtrisées, et que ce n'est pas suffisant pour que les habitats naturels recouvrent leur fonctionnalité. On vise aussi des actions coup de pouce, donc de la restauration active pour restaurer totalement les fonctionnalités de ces habitats. Donc on va peut-être passer, alors je vous laisse passer à la slide d'après, sur les questions. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions qui apparaissaient, donc ça se réveille. Je ne sais pas, Laurent, si c'est toi qui as la main sur le diapo. Non? Bon, on peut. Et je te passe peut-être Oui, oui, la c'est bon. parole. Je suis en train de regarder un petit peu en même temps, voir s'il y a des questions qui me concernent directement. Sinon, je te laisserai la parole. Donc, je vois qu'il y a une question notamment sur les listes rouges nationales. Donc là, c'est plus en lien avec la partie sur les objectifs liés à la biodiversité. Et donc, on nous indique qu'il existe aussi des listes rouges régionales qu'on peut retrouver sur le site d'Edréal. Et là, dans notre cas de figure, c'est bien les espèces menacées de disparition sur la liste nationale qui sont visées par nos actions. Et peut-être, Laurent, je te laisse prendre la suite parce que je vois que les questions après concernent plutôt Oui. Je vos te thématiques. remercie, Anaïta. Également, par rapport à ce que tu viens de préciser sur la liste rouge, la question étant posée sur les listes régionales, cela peut être potentiellement vu au cas par cas pour compléter la réponse que tu viens d'apporter. Sinon, il y a deux questions qui concerne la restauration et la protection des mares pour savoir si effectivement elles sont intégrées dans l'objectif d'aménagement des bassins versants. Donc oui, elles le sont, mais dans le cadre d'une démarche territoriale, mais elles peuvent être également prises en compte dans le cadre des dispositifs d'aide qui vous seront présentés sur les milieux humides. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y avait des questions qui étaient plus relatives à des liens qui ne fonctionnaient pas. Donc, on remettra les bons liens pour que vous puissiez en disposer. Ensuite, nous avons... Pardon, il faut que je récupère. Alors, il y a une question qui concerne un échange. Bonjour, un avis sur l'échange précédent sur le projet national de zone humide. Il semblerait rationnel au regard du niveau de technicité de la vision globale de l'agence que son avis puisse être un appui à ce projet au cœur du thème Agir pour l'eau, solution et de la situation géographique de ce projet. Donc, je suppose que c'est le lien avec la possibilité de désigner peut-être un parc national milieu humide. Donc, effectivement, c'est une des propositions qui était formulée dans le cadre du plan milieu humide dans sa version 4, mais sauf erreur de ma part, à ce jour, il n'y a toujours pas de désignation de ce parc national, sachant qu'il était, je crois, préfléché environ 8 territoires. Ensuite, la mise en œuvre des objectifs uniquement dans le cadre d'un contrat ou accord territorial ou autre possibilité. Donc ça, c'est ce que l'on va effectivement vous préciser par la suite dans le cadre de la présentation des dispositifs d'aide, mais il y a bien
effectivement les deux possibilités pour ce qui concerne tout du moins le volet milieu humide. Alors, il y a également une question qui vise les mesures compensatoires d'un projet d'aménagement euh, et qui vise à préciser si ces mesures impliquent une artificialisation d'habitats marins et est-ce qu'elles sont éligibles donc à ce que je peux en lire aux aides de l'agence. Donc Alors, non, c'est alors, pardon, Valérie, en tout cas pour les mesures compensatoires, mais bon, je te laisse prendre la main. oui, bah du coup, il y aura, enfin, en fait, évidemment, on n'accompagne pas les mesures réglementaires, hein, enfin, qui vont être imposées dans une autorisation, par exemple. Donc, toutes les mesures éviter, réduire, compenser, évidemment, ne sont pas accompagnées par l'agence. Et par ailleurs, mais j'y reviendrai un peu plus précisément, évidemment, les projets proposés, on sera très vigilant à ce qu'ils n'impliquent pas une nouvelle artificialisation de l'habitat. Mais j'y reviendrai, hein, j'aurai l'occasion d'y revenir par la suite. Merci, Anaïta. Compte tenu du timing, bien qu'il y ait encore des questions, mais qu'on va essayer de, auxquelles on va essayer de répondre en direct, je propose de passer à la séquence suivante. Donc, ma collègue va prendre la suite. Merci. Bonjour à tous. Amélie Garnier, chargée de mission cours d'eau à la direction des politiques d'intervention. Donc, on va rentrer dans la deuxième partie de ce webinaire, durant laquelle on va rentrer plus en détail dans les actions que l'Agence de l'eau va pouvoir accompagner pour répondre aux objectifs que mes collègues vous ont présentés précédemment. Dans le cadre du 12e programme, l'Agence de l'eau va pouvoir accompagner des actions de restauration des fonctionnalités des cours d'eau, des actions de restauration de la continuité écologique et sédimentaire, mais également des actions de préservation et de restauration de la biodiversité, des zones humides et des milieux naturels littoraux et marins pour faire le lien terre-mer. Au 12e programme, l'Agence de l'eau va renforcer son intervention sur les actions en faveur de l'aménagement des bassins versants pour limiter le ruissellement, l'érosion des sols qui amène des transferts de particules et de polluants vers les milieux. Toutes ces actions visent le bon fonctionnement écologique et hydrologique, le piégeage du carbone, la protection contre l'érosion des sols, autant de services écosystémiques rendus qui permettent de participer à l'atténuation et à l'adaptation au dérèglement climatique. Dans notre enjeu, comme vous avez pu le voir précédemment, on a 4 objectifs. Et à ces 4 objectifs sont adossées différentes fiches actions qui déclinent nos modalités d'intervention. Les fiches actions, ce sont des documents comme vous les connaissiez dans le cadre du 11e programme. On a 6 fiches actions au total qui répondent à notre enjeu. Mais avant de rentrer dans le détail de ces fiches actions, il nous paraissait important de vous faire un petit focus sur l'enjeu qui concerne la mobilisation des acteurs locaux dans les gouvernances, dans les territoires, et la mise en place d'une gouvernance locale. En effet, cet enjeu, c'est important de faire un petit focus puisque dans le cadre de nos modalités d'aide, certaines aides ne peuvent être attribuées que si elles sont dans un accord de territoire. Donc, si vous voulez plus de détails, il y a eu cet enjeu qui a été présenté lors d'un webinaire lundi après-midi. Donc, dans cet enjeu, on va retrouver un des objectifs, ce qui concerne la mise en œuvre des démarches territoriales. C'est-à-dire, c'est important de définir des stratégies locales sur vos territoires qui sont ensuite déclinées dans des programmes d'action pour répondre aux enjeux prioritaires. Dans le cadre du 12e programme, on a renforcé notre sélectivité des territoires et on a également renforcé l'approche croisée, petit et grand cycle, et l'articulation avec les autres politiques sur un territoire. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une gouvernance élargie et intégrée. Et pour cela, on va mobiliser un outil simplifié, l'accord de territoire, qui va permettre de déployer un programme d'action et une feuille de route environnementale partagée avec les porteurs de projets qui sont compétents.
Donc, au 12e programme, on va vraiment avoir un nouvel outil pour la mise en œuvre de cette politique territoriale de l'Agence de l'eau. Au 11e programme, on avait 3 outils contractuels distincts. On avait, sûrement, vous le connaissiez, les contrats territoriaux, qui concernaient les actions plutôt du coup du grand cycle pour ce qui concerne les actions de lutte contre les pollutions d'origine agricole et les travaux de restauration des milieux aquatiques et de la biodiversité. Mais on avait également les accords de programmation qui concernaient plus cette fois-ci le petit cycle avec par exemple des actions programmées en matière d'assainissement. Et on avait également l'accord de résilience qui a été mis en place lors du plan de résilience de l'Agence de l'eau pour les collectivités qui ont eu des problèmes d'approvisionnement en eau en 2022 et pour lesquelles on souhaitait qu'elles mettent en place un plan de gestion de l'eau. Au 12e programme, on va avoir un seul outil, l'accord de territoire, qui est le support principal de programmation et de gestion pluriannuelle des actions. Cet accord de territoire, il est quand même dans la continuité de ce que vous connaissiez, puisque pour le grand cycle de l'eau, on va avoir une stratégie de territoire qui est sur 6 ans, avec un programme d'action. On a également un porteur de projet pour coordonner les maîtres d'ouvrage locaux engagés, et cet accord, il est sur une durée de 3 ans. Les changements, on a voulu un outil qui soit plus simple d'un point de vue administratif, et on a souhaité aussi renforcer les passerelles entre les différents programmes d'action relatifs aux différents enjeux du territoire. C'est vraiment des passerelles plus petits et grands cycles. Cet accord de territoire, il est conclu entre l'Agence de l'eau, le coordinateur principal, et selon les volontés locales, on pourra aussi le conclure avec, par exemple, des cofinanceurs locaux, que peuvent être le conseil régional, le conseil départemental ou d'autres maîtres d'ouvrage compétents. Cet accord, il se veut adaptable, c'est-à-dire qu'il peut être monothématique ou multithématique. C'est vraiment en fonction des enjeux du territoire, mais également en fonction du découpage administratif et des compétences des porteurs des démarches. Donc, on va pouvoir avoir différentes échelles de mise en œuvre. Ce que formalise l'accord, on a bien dans ce document des objectifs environnementaux qui sont partagés, une programmation financière pour la mise en œuvre des actions, un calendrier de réalisation avec des étapes claires, des indicateurs de suivi technique et financier, et ce qui est nouveau, ce sont des règles partagées pour garantir l'efficience de l'accord et sa poursuite. D'où l'importance de mettre en place tous les ans des copiles pour vérifier la bonne réalisation des actions programmées. Pour mettre en œuvre les démarches territoriales, on a aussi des dispositifs aidés que vous retrouvez dans la fiche action Terre 2. Elle portait le même nom au 11e programme. Et dans ces dispositifs aidés, on va pouvoir retrouver un taux d'aide de 50%, les études et bilans de démarches territoriales. Vous retrouvez dans la programmation des petits icônes, l'icône avec le petit crayon, c'est des modifications qui ont été apportées par rapport à des dispositifs qui existaient déjà. Et il y a une petite icône où c'est marqué New, c'est vraiment des nouveaux dispositifs qu'on a inscrits dans le cadre de notre 12e programme d'intervention. Donc, on va pouvoir également, pour mettre en œuvre ces démarches territoriales, financer des missions de coordination et d'appui technique thématique, ainsi que des actions de communication. Le taux d'aide est de 50%. Il y a une majoration de 10% qui est possible si la région est un partenaire engagé dans l'accord de territoire. On a donc un nouveau dispositif qu'on a intégré sur cette fiche action qui concerne les missions d'ingénierie, de la participation et de la concertation à un taux d'aide de 70%. Ce sont par exemple des bureaux d'études qui vont pouvoir intervenir. C'est vraiment uniquement en prestation. Si vous avez une difficulté sur un sujet sur vos territoires, vous pouvez par exemple faire appel à un bureau d'études en sciences sociales pour vous aider sur votre projet. Important aussi à noter que les missions de coordination, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, sont financées uniquement en régie. Vous retrouverez dans la fiche action l'ensemble des modalités d'aide. Un autre objectif qui est important pour nous dans le cadre du 12e programme, c'est bien de construire des partenariats qui sont pour nous des relais efficaces de la gestion de l'eau. Donc, on va construire des conventions de partenariat qui vont être établies sur la base d'objectifs communs partagés pour favoriser la cohérence des politiques publiques dans le cadre de partenariats, notamment avec les grandes collectivités.
Donc, on va pouvoir faire des partenariats avec les régions, les départements pour, par exemple, financer les cellules Aster. Et on va aussi construire des partenariats dans le cadre de partenariats techniques. L'objectif, c'est bien d'accompagner techniquement les maîtres d'ouvrage et aussi d'avoir une animation de réseau d'acteurs. Donc là, on va pouvoir, par exemple, retrouver les conventions avec le Conservatoire d'espaces naturels, avec les fédérations de pêche. Voilà, ce sont des exemples. Je ne vais pas rentrer dans le détail des fiches actions, mais vous pourrez retrouver toutes les modalités dans les fiches actions par 2 et dans la fiche action par 4. Maintenant, on va rentrer dans les dispositifs plus techniques. Donc, la première fiche action que je vais vous présenter concerne la restauration de la qualité et des fonctionnalités des cours d'eau. Comme vous le savez, dans les années 50 à 70, les cours d'eau ont été recalibrés, rectifiés et ça entraîne aujourd'hui de nombreux dysfonctionnements. Donc, les actions qu'on va pouvoir aider doivent conduire et viser à restaurer un régime hydrologique favorable au développement des espèces aquatiques, mais également à restaurer des habitats aquatiques et riverains fonctionnels. Donc pour cela, il faut une morphologie adaptée aux écoulements, une diversité de faciès, des berges naturelles avec une végétation équilibrée, et également une continuité écologique qui favorise la libre circulation des espèces aquatiques. Donc, dans cette fiche action, on va retrouver des études et des travaux qui sont financés à 50%. Par contre, on va financer ces actions uniquement si vous êtes dans un accord de territoire. Et l'autre condition, c'est qu'on va pouvoir accompagner ces travaux si les masses d'eau sont dégradées ou en risque morphologique, hydrologique ou en continuité de non-atteinte des objectifs de bon état. Ça, c'est une nouveauté, puisque dans le cadre du 11e programme, on avait mis majoritairement, là, dans le 12e, c'est bien uniquement sur ces masses d'eau-là. Un dispositif qui est nouveau sur cette fiche action, ça va être les financement de travaux de contournement de plans d'eau. L'objectif, c'est bien de répondre à restaurer un régime hydrologique favorable. Sur notre bassin Loire-Bretagne, on a un certain nombre de masses d'eau aujourd'hui qui sont en risque hydro, notamment liées à la pression évaporation des plans d'eau. Donc, on voit de plus en plus ces dernières années des structures gémapiennes lancer des études d'impact de ces plans d'eau, impact du plan d'eau, mais aussi l'impact cumulé des plans d'eau, pour pouvoir avoir une stratégie d'intervention à l'échelle d'une masse d'eau et aussi avec une analyse coût-bénéfice pour voir comment travailler sur cet axe. Et donc, on va pouvoir accompagner ces travaux de bras de contournement à un taux d'aide de 50%, uniquement là aussi dans le cadre d'un accord de territoire, uniquement sur les masses d'eau en risque hydrologique. Il faut bien évidemment qu'il y ait une étude au préalable qui définit la stratégie d'intervention et les plans d'eau. On va pouvoir intervenir uniquement sur des plans d'eau qui sont autorisés. Voilà pour cette première fiche action. Je vais vous présenter quelques exemples de travaux. Vous pouvez voir sur votre gauche, on voit sur la photo des petits obstacles qui sont en travers du cours d'eau. Souvent, c'est des obstacles aujourd'hui qui n'ont plus d'usage, mais qui font un effet plan d'eau en amont. Donc voilà, c'est le genre de travaux qu'on va pouvoir accompagner. C'est par exemple la suppression de ces petits obstacles. Ensuite, on accompagne également du talutage des berges en pente douce, ou comme vous pouvez le voir aussi sur la photo, on fait de la recharge granulométrique pour diversifier les écoulements et les habitats. Au centre de la slide, vous pouvez voir aussi des travaux de reméandrage. C'est pas toujours, c'est des travaux très, très efficients qui sont pas toujours faciles à mettre en œuvre parce qu'il faut avoir du foncier disponible, mais quand on peut, c'est important de pouvoir mettre en œuvre ces travaux ou aussi de parfois remettre le cours d'eau dans son fond de vallée. On va aussi accompagner des travaux de remise à ciel ouvert de cours d'eau. On a parfois des cours d'eau qui sont busés sur une partie. Donc, quand c'est possible, on remet le cours d'eau à ciel ouvert. Et puis, on peut également financer des travaux de création de ripisylves en bord de cours d'eau. Et également, par exemple, la mise en défend aussi de berges. Je vais maintenant vous présenter la deuxième fiche action qui concerne la restauration de la continuité écologique sur un bassin versant. Là, l'objectif, c'est bien de restaurer une continuité écologique et sédimentaire.
Et cette fiche action aussi, elle s'inscrit dans l'objectif que mon collègue a pu vous présenter plus haut, qui concerne du coup la restauration des 5000 ouvrages prioritaires au niveau national. Et nous, on a sur notre bassin 1064 ouvrages à traiter qui sont inscrits dans le PAPARS. Le PAPARS, je vais le réutiliser ce terme-là, c'est bien le plan d'action pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique. Donc, dans cette fiche action, on va retrouver des études de programmation. C'est des études, par exemple, de multiscénario, au taux d'aide de 50%. On va également retrouver des études et des travaux d'effacement d'arrangement d'ouvrages publics avec un taux d'aide de 70%. La nouveauté, c'est qu'on a mis sur ce dispositif une majoration qui est possible pour les communes qui sont situées dans le zonage que mon collègue vous a présenté plus haut dans le webinaire, avec un taux donc de 10% supplémentaire. On va pouvoir aussi accompagner des études et des travaux d'effacement d'arasement d'ouvrages privés, au taux d'aide de 90%. Ensuite, on va pouvoir accompagner des études et des travaux d'aménagement, des équipements, des contournements sur les ouvrages qui sont situés sur la liste du PAPARS, qui est une liste qui était annexée au stage, ou si les ouvrages se trouvent sur les zones d'action prioritaires du plan de gestion Anguille. Et là, le taux d'aide, c'est 50%. Le dernier dispositif aidé concerne les études et les travaux d'aménagement, cette fois-ci sur les ouvrages qui sont situés sur les cours d'eau classés liste 2, hors ouvrages du PAPARS, puisque ceux-là sont financés à 50%. Au niveau des critères d'éligibilité, là, on va pouvoir intervenir dans et hors accord de territoire. On est vraiment sur l'ensemble de notre bassin. Sur cette fiche action, on retrouve les ouvrages dont la hauteur de chute est supérieure à 50 cm. Bien évidemment, les travaux devront avoir obtenu les autorisations nécessaires auprès des services de l'État et l'accord du propriétaire. Les travaux d'aménagement devront faire partie d'une stratégie d'ensemble pour restaurer la continuité écologique à l'échelle des axes. Ça, c'est vraiment important. Et les études et les travaux qui sont sous maîtrise d'ouvrage État vont être éligibles, mais uniquement pour les ouvrages du PAPARS. Après, bien évidemment, l'Agence de l'eau intervient dans le respect du Code de l'environnement et de la réglementation en vigueur. Je vous ai mis un petit encart en bleu sur le côté de la diapositive, parce qu'il y a une petite nouveauté dans le cadre du 12e programme. Aujourd'hui, sont inéligibles, comme au 11e programme, les travaux de réfection d'ouvrage, les travaux d'équipement d'ouvrage, si au préalable, on se rend compte que du coup, il y avait déjà une continuité piscicole qui était assurée, les mesures compensatoires. Et par contre, la nouveauté, c'est que ne sont pas éligibles dans le cadre du 12e programme les travaux d'équipement d'ouvrage, c'est-à-dire par exemple les passes à poissons, dans le cadre d'une création ou d'une remise en service d'une activité économique, comme par exemple les centrales hydroélectriques. Donc là, sur cette diapositive, vous pouvez voir les différents zonages que j'ai évoqués précédemment. On retrouve la ZAP Anguille, les cours d'eau classés liste 2 et la liste des ouvrages du PAPARS qui est annexée au SDAGE. Voici aussi sur cette diapositive quelques exemples de travaux qu'on a pu accompagner. Donc, on a pu accompagner notamment des aménagements de rivières de contournement sur le Cher. On a pu aussi accompagner des effacements d'obstacles à la continuité. Comme vous pouvez le voir au centre de la diapositive, on voit un ouvrage qui était en travers de la rivière, donc qui a été supprimé. On a pu également accompagner une collectivité dans le cadre de la suppression d'un étang communal. Et on a pu aussi accompagner sur des axes importants comme la Creuse, l'aménagement de passes à poissons. Voilà, c'est un peu des exemples de travaux qu'on a pu accompagner au cours du 11e programme. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Laurent qui va vous présenter les fiches à action suivantes. Ça sera peut-être comme ça. Merci Amélie. Donc, j'ai la charge de vous présenter donc la fiche action qui concerne la préservation et la restauration des fonctionnalités des milieux humides.
Comme vous le savez, la préservation, la gestion et la restauration des zones humides, et vous avez pu le voir jusqu'alors au cours de notre présentation, sont en tant que solutions fondées sur la nature indispensables au maintien durable des équilibres fonctionnels du grand cycle, hein, qui embarque notre thématique milieu aquatique. Et quand on entend maintien durable des équilibres fonctionnels du grand cycle, on vise notamment tout ce qui concerne les fonctions biologiques, biogéochimiques ou hydrologiques. Donc, à ce titre, l'agence, dans cette fiche action, continue à financer pour mieux connaître les zones humides, hein, puisqu'il y a affecté à cela une ambition d'atteindre un taux de couverture d'études d'inventaire important sur notre bassin à la fin du programme, continue à accompagner les études d'inventaire avec le taux maximal qui vous a été présenté tout à l'heure dans les dispositifs des taux, donc, et apporte un taux possible de 70%. Sur les autres études, elles ont été harmonisées, et tout ce qui concerne les études liées au milieu humide, hein, sur l'ensemble du bassin, que ce soit dans ou en dehors d'un accord de territoire, sont accompagnées à 50%. Pour ce qui concerne les autres dispositifs embarqués dans cette fiche action, nous avons l'acquisition foncière et les obligations réelles environnementales, hein, pour répondre à cette notion de préservation, avec possibilité donc d'avoir dans cette ambition-là le taux d'aide maximal de 70% et la possibilité de majoration dans le cadre de la solidarité urbain-rurale pour les collectivités, bien évidemment, qui pourraient répondre et être éligibles dans le cadre de ce dispositif qui est donc renforcé pour le grand cycle. Donc, bien évidemment, c'est possible cette acquisition sur l'ensemble du bassin, dans et hors contrat de territoire, puisque dans la deuxième partie du 11e programme, nous avions ouvert, et on maintient au deuxième programme, cette possibilité dans et en dehors des accords pour tout ce qui concerne l'acquisition foncière. Cette acquisition, elle est soumise à l'existence, en tout cas, d'une fourniture, si je puis dire, à l'agence lors du dossier de demande d'aide, l'existence ou la préparation d'un plan de gestion associé relatif à cette acquisition ou future acquisition. Pour ce qui concerne les travaux de restauration, donc on a aussi possibilité de mobiliser, eu égard à ce que je précisais en tant que solution fondée sur la nature, ce taux maximum de 70% avec la majoration possible de 10 points pour les collectivités, bien évidemment, en fournissant dans la mesure du possible un document ou plan de gestion stratégique milieu humide qui permet de préciser les priorités d'action et comment effectivement l'action se concentre sur les milieux humides qui pourraient être visés par rapport à l'altération notamment de certaines fonctions. À noter également que les travaux de curage qui étaient finançables au 11e sont toujours accompagnés, néanmoins donc avec le taux de 25%, puisque au 11e nous étions à 30%, et dans le cas du 12e, ce premier taux est donc passé à 25%. Par contre, à bien noter que ces travaux de curage sont, en termes de critères d'éligibilité, uniquement finançables dans le cadre d'un accord de territoire, et aussi avec des conditions dans le sens où il convient, pour être éligible aux aides de l'agence, à ce qu'il n'y ait pas eu d'action sur ces canaux ou autres qui pourraient être visés par ces opérations de curage depuis 10 ans. À noter également, vous l'avez sur la droite de la slide, au-delà même
d'un cahier des charges hein, qui sera mis à disposition sur les inventaires des zones humides, hein, puisqu'il y a une démarche nationale qui vise à harmoniser l'ensemble des inventaires zones humides pour l'ensemble du territoire national. Il y a la possibilité de financer des mesures environnementales et climatiques zones humides dans les démarches territoriales de l'agence, hein, donc avec cet enjeu zone humide, mais il convient que la stratégie de territoire qui est mise en place justifie le recours à ces mesures et prioritairement sur les têtes de bassins versants. Étant entendu que pour ce qui a été retenu par nos instances, il s'agit de, dans le pool des mesures agri-environnementales, c'est ce qui concerne la mesure agri-environnementale et climatique biodiversité qui vise la préservation des milieux humides et création de prairies. Donc vous pouvez d'ailleurs retrouver c'est dans la fiche action nommée Agre 2, l'accompagnement à la conversion à l'agriculture biologique et donc ces mesures-là, ce qui a été présenté cette semaine par mes collègues dans le cadre du webinaire plus spécifique. À titre d'exemple de travaux qui illustrent donc les dispositifs d'aide, vous avez à l'écran donc notamment sur certains territoires l'accompagnement et la mise en œuvre des inventaires de zones humides hein, sur votre gauche, hein, sur la base de la réglementation 2009, hein, de l'arrêté 2009, enfin 2008 revue 2009. Nous avons également ce que je précisais, la possibilité de travaux de curage et également tout ce qui est embarqué avec le suivi et l'évaluation des travaux au travers notamment un dispositif de boîte à outils qui, chez nous, pour répondre à l'enjeu national, se traduit par la notion de l'IGERO. Vous avez tout ce qui concerne la restauration des fonctionnalités des zones humides rétro-littorales, qui sont des zones tampons naturelles importantes et qui sont à considérer par rapport à ces échanges liens terre-mer et importants dans la lutte par rapport à la submersion, les inondations et aussi bien évidemment la biodiversité. Hein, en regardant dans l'rétroviseur, il n'y a pas si longtemps que ça, souvenez-vous des événements climatiques, notamment Xynthia. Nous avons aussi la possibilité de restaurer des tourbières, hein, ce que vous avez au centre de l'écran. Hein. C'est vraiment pour illustrer les propos précédents. Donc, notamment l'exemple que vous avez à l'écran, il s'agit d'une zone de captage pour lequel il y avait eu un abandon de pâturage et du drainage. Et les travaux qui vous sont illustrés ici consistent à boucher notamment certains drains et j'allais dire remettre un milieu en état pour rétablir le stockage et l'épuration et remettre aussi un pâturage et des clôtures. Il y a notamment aussi des suivis piézo, bien évidemment, pour suivre et reconquérir la hauteur de nappe, sachant que les tourbières, notamment, font partie d'un plan milieu humide sur le stockage du carbone comme un rôle essentiel reconnu. Et il y a aussi possibilité de création de milieux ou de recréation de milieux comme démarre après une acquisition foncière. Je vous propose par la suite de passer à Enaïta la main pour présenter la fiche sur la passerelle liée que j'évoquais en début sur les milieux naturels, littoraux et marins. Merci Anaïta. Merci Laurent. Donc moi je vais vous présenter donc les projets qu'on peut accompagner dans le cadre de cette fiche MAC 4, donc qui répond à notre objectif de réduction des pressions physiques sur les habitats marins et la biodiversité associée dont je vous parlais tout à l'heure, et également quand ces pressions responsables de la dégradation des habitats sont maîtrisées,
à ces opérations de restauration active des habitats. Donc, je vous en dirai un petit peu plus peut-être en vous présentant quelques exemples de travaux qu'on a pu accompagner dans le cadre des appels à projets par la suite. Mais déjà, voilà, sur les types, enfin, la nature en tout cas des actions qu'on peut accompagner dans le cadre du 12e programme. Donc, on retrouve les études. Donc là, on parle bien des études qui sont préalables, qui sont nécessaires à mettre en œuvre les opérations et les travaux de réduction de pression ou de restauration des habitats. Donc, ça peut être par exemple une cartographie rapide des habitats en présence pour pouvoir dimensionner derrière votre projet de restauration. Ça peut être aussi des tests à une petite échelle de certaines opérations de restauration ou, donc par exemple, si on parle des mouillages, le test de un ou deux mouillages sur votre secteur avant de pouvoir euh, développer la technique sur l'ensemble du secteur, enfin, et de la zone d'habitat concernée. Donc ces études, elles sont éligibles à nos aides à un taux maximal de 50%. Donc après, les autres types de projets qu'on va accompagner, toujours avec ce taux d'aide prioritaire de 50%, sont les travaux dont je vous parlais tout à l'heure, de réduction des pressions physiques sur les habitats. Donc là, on parle bien de tout ce qui va être voilà, réduction de pression liée à des ouvrages maritimes obsolètes, des aménagements côtiers voilà, qui auraient un impact sur des habitats sensibles ou des usages tels que le mouillage. Donc voilà, travailler en tout cas à réduire au maximum, voire supprimer ces pressions sur les habitats sensibles. Et donc le deuxième type de travaux de restauration, ce qu'on appelle restauration active, où là, on va par exemple introduire des espèces euh, structurantes pour les habitats. Donc il faut que ce soit des habitats qui soient naturellement présents dans le secteur, enfin, ou en tout cas historiquement présents dans ce secteur, que l'ensemble des pressions qui s'exerçaient et voilà, qui ont causé la dégradation, voire la disparition de l'habitat soient bien maîtrisées et on donne un petit coup de pouce pour une restauration de cet habitat, par exemple en réintroduisant des espèces pionnières ou des espèces dites ingénieurs. Mais je vous donnerai aussi quelques exemples. Donc, ce à quoi on va être attentif, et en tout cas, les critères d'éligibilité pour les projets que vous nous enverrez, enfin, les demandes d'aide que vous nous enverrez, on sera attentif au fait que les autorisations nécessaires aient bien été obtenues auprès des services de l'État compétents et des propriétaires privés, si, voilà, si on est sur des terrains privés. Il faudra également que les actions que vous proposiez soient bien cohérentes, voire inscrites dans des stratégies de territoire ou des stratégies liées à la biodiversité sur vos territoires. Donc, ça peut être un accord de territoire, mais ça peut aussi être, si vous êtes dans une aire protégée ou une aire marine protégée, le fait que votre action soit bien cohérente ou en tout cas inscrite dans le plan de gestion de cette aire protégée. Et toujours dans cette même idée d'avoir une cohérence et une bonne appropriation locale de l'action que vous mènerez, on souhaite que les bénéficiaires aient prévu la réunion d'un comité de pilotage annuel qui inclurait aussi ces acteurs et ces gestionnaires locaux. Et donc là, bah, vous voyez, un peu en bas de ma diapositive, je rappelle un peu nos principes un petit peu d'accompagnement de ces actions. Donc une priorité à la restauration passive, donc c'est-à-dire à la réduction, suppression des pressions. Je vois pas le bas de la diapositive, mais également, donc, c'est cette suppression de pression, un préalable indispensable pour pouvoir derrière mener si besoin, des actions de restauration active. Et dans tous les cas, la question a été posée tout à l'heure, on sera très vigilant au fait qu'il n'y ait pas de nouvelle artificialisation ou dégradation des habitats naturels qui soient causés par les projets proposés. Je veux bien que tu passes à la diapo suivante, Sandrine, s'il te plaît. Donc, quelques exemples de travaux qu'on a pu accompagner dans le cadre des appels à projets du programme d'intervention précédent. Donc, sur le premier type d'action de restauration, donc de réduction de pression, donc, on a par exemple accompagné dans le cadre du Life Bed l'Aiguillon la restauration de vasières intertidales. Donc là, vous voyez, c'est la photo tout à gauche. Donc, c'était des vasières qui étaient et qui le sont toujours en partie colonisées par les huîtres creuses
japonaise qui se fixait sur des anciennes structures conchilicoles qui sont maintenant voilà, sous la vase et sous ces récifs d'huîtres. Et donc, on voit bien que les fonctionnalités, notamment d'accueil de toute la vie faune marine, n'est plus possible, en tout cas sur ces récifs. Donc là, l'idée était bien de retirer ces crassats d'huîtres et des structures enfouies pour qu'on retrouve cet habitat de vasière et les fonctionnalités de l'habitat vasière pour la vie faune marine. Donc il y a un petit film si jamais vous voulez voir un peu plus en détail ce projet expérimental. Le deuxième type, les deuxième type d'exemple dont je voulais vous parler, c'est tout ce qui va être lié à l'effacement d'ouvrages maritimes qui ne sont plus utilisés ou plus utiles. Donc on peut voilà citer les digues, certaines conduites, des enrochements ou murets, etc. Enfin, tous les ouvrages qui vont être finalement des barrières à la continuité écologique terre-mer. Et donc là, l'objectif, c'est bien de retrouver une connectivité, donc soit amont-aval, soit latérale, avec une bonne dynamique hydro-sédimentaire dans nos estuaires, les petits estuaires notamment, et les marais rétro-littoraux. Et le dernier type de projet qu'on a pu accompagner, ça va être tout ce qui est en lien avec la réorganisation ou voire l'installation de mouillages écologiques et pour essayer de réduire au maximum les impacts sur les habitats sensibles qui se trouvent souvent sous ces mouillages, donc notamment les herbiers de zoster et les bancs de merle. Je veux bien, Sandrine, que tu passes. Merci. Pour ce qui est de le deuxième type d'action de restauration qu'on sera amené à accompagner, donc la restauration active, donc dans les conditions, voilà, avec en tout cas les attendus, les prérequis dont je vous ai déjà parlé. Donc là, on est intéressé par la restauration non pas d'une espèce, hein, mais bien d'un habitat, d'un écosystème. Mais souvent, ce sont des écosystèmes qui démarrent par la présence d'espèces dites ingénieures, puisqu'elles vont vraiment construire un habitat, tout un écosystème autour d'elle. Donc c'est le cas des forêts de laminaires et des récifs d'Utreplatte, mais il y a d'autres espèces ingénieurs qui existent, hein. Là, c'est juste des exemples. Donc on a été amené à soutenir trois projets dans lesquels des appels à projets. Un premier projet qui concerne la réimplantation de plantules de laminaires au large du Croisic. C'est un projet qui est toujours en cours et deux projets de restauration des récifs d'huîtres plates. Un projet qui est en rade de Brest et pour lequel vous avez un petit film là auquel vous pourrez accéder via la présentation quand elle vous sera envoyée. Et un deuxième projet de ce type en Bretagne Sud. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller regarder un peu plus en détail ces projets. Merci Sandrine, je te laisse la parole. Voilà, Bonjour à tous, donc je m'appelle Sandrine Gouin, je suis en charge de la biodiversité à l'Agence de l'eau, donc au siège à Orléans. Donc moi ce matin, je vais vous présenter la fiche action préserver et restaurer la biodiversité inféodée au milieu aquatique, humide et marin. Donc quel est l'objectif de cette fiche action, donc la fameuse fiche action MAC 5? L'objectif, c'est vraiment de limiter les pressions et de lutter contre l'érosion de la biodiversité. On va accompagner dans le cadre de cette fiche donc la restauration des milieux dégradés, des aires protégées et des continuités écologiques, donc tout ce qui est trame verte et bleue. On va également favoriser le retour ou le maintien des espèces qui sont menacées, inféodées au milieu aquatique, humide et marin. Nous n'allons pas sur la biodiversité sèche pour l'Agence de l'eau. Et on a aussi le dernier objectif, c'est vraiment de soutenir l'acquisition de connaissances qui est inscrite dans les plans de gestion des poissons migrateurs, donc le plagé POMI. La nouveauté par rapport à cette fiche action, concernant les espèces, on ne va plus en appel à projet. Il n'y aura plus d'appel à projet, l'ensemble des dossiers de cette fiche action se feront au fil de l'eau. Quels sont les dispositifs aidés que vous pouvez trouver dans cette fiche? Donc, on a les études préalables aux travaux qui seront aidées à hauteur de 50% et les travaux de restauration des habitats de frayère qui seront aidés à hauteur de 70%. Pour ces deux dispositifs, les critères d'éligibilité, c'est vraiment d'être soit dans un accord de territoire, soit d'avoir une émulsion sur le territoire, donc d'être dans une démarche structurée et reconnue sur la biodiversité.
On accompagnera uniquement s'il y a déjà quelque chose de travaillé sur la biodiversité sur votre territoire, donc c'est-à-dire un atlas de biodiversité communale, un territoire engagé pour la nature, éventuellement qu'il y ait un site Natura 2000 avec un document d'objectifs en cours. Voilà, c'est vraiment le critère pour pouvoir venir vous aider sur ces deux dispositifs, mais aussi les espèces qui sont inféodes de milieux aquatiques, humides et marines doivent être dans un plan national d'action et ou, parce qu'elles peuvent être dans les deux, sur la liste rouge UICN menacée de disparition. Menacée de disparition, ça englobe en danger critique, en danger et vulnérable. Donc on part effectivement, les questions étaient posées en début de webinaire, on part sur la liste rouge nationale. Bien évidemment, en fonction des dossiers qui vont nous être remontés, si l'espèce n'est pas au niveau national, mais en danger critique au niveau régional, par exemple, effectivement, là, nous regarderons le dossier et nous verrons avec vous ce qu'il est judicieux de faire par rapport à cette espèce au niveau de votre territoire. Voilà. Ensuite, les autres aides que nous pouvons avoir, c'est sur l'acquisition de connaissances, donc dans le cadre des plans de gestion des poissons migrateurs. Donc là, on aidera à hauteur de 50%. Et aussi, ce qui est nouveau pour ce 12e programme, ce sont les mesures de sauvegarde ponctuelles prévues dans les plages et POMI pour les espèces présentant un risque de disparition. Là, on vous aidera à hauteur de 25% et ce sera soumis à l'avis de notre conseil d'administration. Critères d'éligibilité, c'est vraiment l'analyse systémique préalable qui sera demandée et aussi l'avis du conseil scientifique. Donc voilà les différentes actions que vous pouvez être aidés sur cette fiche. Quelques exemples de travaux qui ont été réalisés lors du 12e programme. Donc, on a la restauration de mares. Vous la trouvez bien évidemment dans cette fiche-là, en plus de la fiche jaune humide et aménagement de bassin versant. Donc là, la restauration de mares, donc forcément pour les papillons, pour les libellules, le sonneur à ventre jaune, etc. On a aussi la restauration de cours d'eau pour la mulette perlière, donc il y en a pas mal en Bretagne, dans le Limousin, aussi côté Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, c'est un exemple de la mulette au niveau du Blavet. On a aussi l'aménagement d'ouvrages pour la loutre. On a eu pas mal de demandes lors de notre 11e programme, donc on poursuit cette action. Donc là, sur la photo, vous avez un encorbellement pour la loutre pour qu'elle puisse passer les pieds au sec. Vous avez aussi la restauration de prairies humides, donc qui peuvent concerner bien évidemment les papillons, les libellules, donc toute autre espèce inféodée au milieu aquatique. En ce qui concerne la biodiversité marine, on a la protection pour les oiseaux nicheurs marins, pour les oiseaux marins nicheurs. Donc là, l'exemple, c'est un dossier que nous avons financé sur le gravelot à courrier interrompu en Vendée. Mais on a aussi l'EDER à Duvet sur l'île du Mai qu'on a financé dans le cadre de notre 11e programme. Vous pourrez aussi trouver deux petites vidéos que nous avons mis. Alors, il y en a, la première, c'est sur l'azuré des Moulières, donc qui est le papillon de jour. Donc là, c'est un exemple dans la vallée du Loir, de Vasse à Bazouges, en Pays de la Loire. Un petit film de l'OPI qui dure 5 minutes. Qui est très intéressant, qui vous explique les différentes méthodes de restauration d'une prairie humide en faveur de l'azuré des Moulières. Vous avez aussi un autre film qui dure une petite minute, c'est nos films à la source des agences de l'eau. Donc là, elle vous donne un exemple à Saint-Cyr-sur-Loire, donc en Indre-et-Loire, du marais de Palluau. Donc n'hésitez pas, une fois que vous aurez les replays sur notre site Aide et Redevances, à aller voir ces petits films. Donc voilà par rapport à la fiche action MAX 5. Pour la fiche action, aménager les bassins versants, donc la BV1, l'objectif, donc c'est une nouvelle fiche action, elle n'existait pas au 11e programme, c'est une nouveauté de notre 12e. L'objectif, c'est d'accompagner différents types d'aménagements qui vont contribuer donc à la régulation du cycle de l'eau, en ralentissement le ruissellement, qui vont en augmentant les temps de transfert de l'amont vers l'aval, en favorisant l'infiltration, la rétention de l'eau. Et ainsi, en limitant les inondations, on va préserver la qualité de l'eau et renforcer la résilience des milieux face au dérèglement climatique. On va également préserver et restaurer les zones d'expansion de crues
qui représente une solution naturelle et efficace pour diminuer et réguler l'impact des inondations. Donc, elles agissent sur le ralentissement dynamique des crues en stockant les eaux et en jouant sur leur rôle sur la durée d'écoulement. Qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver dans cette fiche action? On va aider donc les dispositifs d'études pour la gestion et la restauration des champs d'expansion de crues à hauteur de 50%. Il y a une petite modification. Les études pour l'aménagement de bassins versants, les aménagements des dispositifs tampons sous maîtrise d'ouvrage public, 50% également. Les aménagements de dispositifs tampons dans le cadre dispositif investissements agro-environnementaux non productifs du plan stratégique national, les PSN. Et donc là, le taux de cofinancement maximum sera de 50%. Attention, cette fiche, aménager les bassins versants, elle est uniquement éligible à partir du moment où on est dans un accord de territoire. Vous n'êtes pas dans un accord de territoire, vous ne pouvez prétendre aux actions de cette fiche action. Également, les critères sont, vous êtes sur une masse d'eau en risque de non-atteinte du bon état et ou sur les têtes de bassins versants identifiées par les sages. Dans cette fiche action, vous pouvez, par exemple, on peut par exemple financer les bandes en armée sur talus, l'air épicive, la restauration de mares, les zones tampons humides artificielles, donc comme vous voyez les photos sur la droite, les zones de rejet végétalisé. On peut aussi faire la reconception parcellaire, le développement de l'agroforesterie dans le cadre des PSN, et aussi les acquisitions de parcelles hors bâties qui sont préalables et nécessaires à des travaux immédiats. Donc, vous avez un petit exemple de travaux qui a été réalisé lors de notre 11e programme sur le bassin versant de la Seiche. Alors, ce dossier-là a reçu le Trophée de l'eau en 2021. Donc, il avait des cours d'eau dégradés. Sa priorité, c'était vraiment de reconstruire le bocage et de reconquérir la qualité des eaux. On a eu une forte collaboration entre le syndicat du bassin de la Seiche et les agriculteurs pour planter les haies sur leurs parcelles. Lors de ces différents travaux, il y a eu 20 à 30 km de haies plantées par année, soit 180 km de haies replantées de 2012 à 2021. C'est vraiment des haies barrières au transfert de pollution. Donc cet exemple est vraiment intéressant et correspond vraiment bien à cet aménagement de bassin versant. N'hésitez pas à aller voir l'article en entier sur le site Haies des redevances. Donc, on vous a passé avec l'ensemble des collègues l'ensemble des fiches actions que vous pouvez avoir sur cette thématique milieu aquatique et biodiversité. Donc maintenant, je vais vous faire un rapide récapitulatif de ce que vous pouvez être aidé dans le cadre d'un accord de territoire et ce qui est finançable dans et en dehors d'un accord de territoire. Donc, dans un accord de territoire uniquement, vous avez sur la fiche MAC 1, donc travaux sur cours d'eau, vous ne pouvez être financé que dans un accord de territoire, les études et les travaux de restauration de cours d'eau et les travaux de contournement de plans d'eau. Sur la fiche MAC 3, qui correspond à la restauration de zones humides, vous avez les travaux de restauration par curage sur les marais rétro-littoraux. Comme je viens de vous le présenter, la fiche bassin versant 1, c'est les études pour la gestion et la restauration des champs d'expansion de crues et les études et travaux d'aménagement de bassins versants. Donc, ces 3 exemples, ce n'est vraiment que dans l'accord de territoire. Vous avez dans un accord de territoire, bien évidemment, de la communication et de l'animation que vous retrouverez sur la fiche Terre 2. Vous avez également les suivis, les mesures ponctuelles donc sur la qualité ou des débits sur les milieux, donc la fiche suit 1. Voilà ce que vous avez uniquement dans un accord de territoire. À côté, donc vous avez des actions que vous avez financées dans ou en dehors d'un accord de territoire. Donc la fiche MAC 2, donc sur la continuité écologique, vous avez les études de programmation, études et travaux d'effacement d'ouvrage, les études et les travaux d'aménagement d'ouvrage. La fiche MAC 3, donc sur la restauration de zones humides, vous pouvez faire des inventaires de zones humides, des études et des travaux de restauration de zones humides. Vous avez également les outils fonciers sur l'acquisition et sur les obligations réelles environnementales, les ORE. La fiche MAC 4 que Anaïta vous a présentée sur le milieu marin et littoral, vous avez les études et les travaux de réduction des pressions sur les habitats littoraux et marins, les études et travaux de restauration active des fonctionnalités des habitats naturels, littoraux et marins.
Et enfin, donc la fiche MAC 5 que je viens de vous présenter, donc les études préalables aux travaux, les travaux de restauration biodiversité, l'acquisition de connaissances dans le cadre des plages et POMI et les mesures de sauvegarde ponctuelles. Donc voilà, avec cette diapositive, on espère vraiment que vous allez avoir un grand panel sur l'accord de territoire. Donc on répète qu'il y a bien une stratégie sur 6 ans avec des objectifs associés, un programme d'action à une échelle d'un bassin versant. Donc pour clôturer ces différentes présentations, on a choisi de vous présenter la restauration de l'Ouin et des zones humides à la Petite Boissière. Donc, ce dossier a eu le Trophée de l'eau 2023. Il a eu le prix sur les solutions fondées sur la nature 2024. Donc, c'est un prix qui émane du plan eau de la mesure 30, où on demande jusqu'en 2030 à avoir 70 projets mis en avant. Donc, l'Ouin fait partie de ces projets mis en avant. Et il a aussi été valorisé dans le cadre du centre de ressources Cours d'eau. Donc, on va vous lancer ce petit film de 5 minutes. Au nord-ouest des Deux-Sèvres, la Petite Boissière est une zone de polyculture et d'élevage, baignée de cours d'eau, au cœur de prairies humides. Dans les années 80, sur le bassin versant de l'Ouin, le plus petit affluent de la Sèvre nantaise, 34 km, les cours d'eau ont été rectifiés, recalibrés, notamment pour le drainage agricole. Les connexions, notamment entre le cours d'eau et les milieux humides, étaient très dégradées. Ça impacte la biodiversité et ça peut également participer à une forme, on va dire, d'assèchement des terrains autour. Alors, en 2021, un chantier a été lancé sur plus de 12 hectares pour restaurer l'Ouin et les zones humides. Premier chantier, réduire et rehausser le lit de l'Ouin sur 500 mètres, avec un objectif, restaurer des habitats aquatiques et humides. Avant, ça mesurait 3 mètres et puis maintenant 1,50 m. Il y a une banquette qui a été créée qui part de là-bas où on voit les premiers branchages. Les limons, tout ça, ça vient se piéger dedans. Redimensionner le cours d'eau comme ça permet une meilleure oxygénation, ça va aider à une meilleure qualité physico-chimique. On va réalimenter les zones humides attenantes. Sur les zones humides, un gros travail de terrassement a été effectué avant la création d'un boisement spécifique. Donc ici, on était sur une zone humide à jonc diffus, monospécifique. Et nous, on a diversifié la zone humide pour qu'elle joue pleinement son rôle de zone humide tampon, d'éponge qui va retenir l'eau et épurer l'eau. Enfin, 4 mares ont été créées ou restaurées sur cette zone désormais ceinturée par plus d'1 kilomètre de nouvelles clôtures et de haies bocagères. Ce chantier porté par l'EPTB Sèvre nantaise a été bâti avec les collectivités, les habitants et les agriculteurs. Antoine Pasquier est éleveur de bovins viande en bio, propriétaire exploitant, gestionnaire de ces nouvelles zones humides. Sur 100 hectares, 80 sont en prairie naturelle pour son troupeau de blondes d'Aquitaine. Salut, ça va ? L'objectif du projet, c'est de garder l'eau sur le territoire et forcément, ça génère un microclimat qui est favorable pour la pousse de l'herbe. On voit que c'est des aménagements qui fonctionnent, où il y a une grosse biodiversité qui se développe dessus. Et donc cette plus-value environnementale-là, je la retrouve notamment dans ma communication que je fais auprès de mes clients qui m'achètent ma viande en vente directe. Après 3 ans d'études, conception et concertation, les travaux ont duré 4 mois. Coût total du chantier, 132 000 €. Cofinancé à 50% par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, 20% par le PTB Sèvre nantaise, 20% par la région Nouvelle-Aquitaine et 10% par le Conseil départemental des Deux-Sèvres. 2 ans après la fin du chantier, les zones humides sont alimentées. De nombreuses espèces ont réinvesti, ruisseaux, mares et zones humides. Le campagnol amphibie, la loutre, 25 espèces de libellules et 130 espèces végétales ont été recensées. Il y a de la transparence, on voit les pierres, on voit les herbiers aquatiques qui se sont développés. Les banquettes se sont bien végétalisées. On a bien donc des débordements qui sont accentués sur la période hivernale. On a pu observer une restitution des zones humides vers le cours d'eau. Et ça, c'est des choses intéressantes. C'est encourageant et puis ça montre qu'on peut aussi avoir une agriculture qui développe la biodiversité.
Là, on peut montrer qu'il y a une conciliation facile et aisée entre la restauration des milieux et puis le maintien et le développement d'une activité économique. On s'est rendu compte que travailler sur les grands cours d'eau ne suffirait pas. La qualité et la quantité de l'eau se fait sur les petits cours d'eau, les chevelus. Donc maintenant, c'est un enjeu d'aller sur ce territoire de petits cours d'eau. On est sur des solutions fondées sur la nature et c'est ce vers quoi on doit tendre pour agir face au changement climatique. Donc ce type d'opération est à reproduire et à développer. Il faut nourrir de l'ambition par rapport à tout ça. Gardons l'eau sur nos territoires avec ce type d'aménagement naturel. En 2024, d'autres travaux de restauration de l'Oing et de son bassin versant en aval vont être lancés. Une sensibilisation à l'environnement sera menée en parallèle sur le site auprès des élus, des agriculteurs et des scolaires. On ne va pas s'arrêter là, ça sert d'exemple et ça va encore être reproduit un peu plus loin. Quand on fait de la qualité, on influe immédiatement sur la gestion quantitative aussi. On sait que ce qu'on fait est bon, on a la preuve qu'on réussit. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir le reproduire à une échelle beaucoup plus vaste. Avant de passer au second temps de questions-réponses, puisque les questions sont nombreuses dans le module, il nous paraissait important de vous présenter les mesures de transition que nous avons prévues en 2025 pour assurer la continuité des actions en cours. Donc, pour ce qui concerne les contrats territoriaux qui auraient démarré dans le cadre du 11e programme et qui se poursuivent sur le 12e, on maintient les financements en 2025 des actions qui sont programmées sans tenir compte des nouveaux zonages éligibles. Alors, c'est plus le cas peut-être pour les collègues sur la partie agricole, mais nous, on peut avoir le cas, par exemple, d'actions qui étaient prévues sur une masse d'eau en bon état cette année. On peut toujours continuer à l'accompagner uniquement, bien évidemment, cette année. Il nous paraissait aussi important de continuer à soutenir les missions qui sont essentielles comme l'animation, les études, le suivi et la sensibilisation. Donc pour cela, on va avoir une rétroactivité possible au 1er janvier de ces missions si la demande d'aide a été déposée dans Rivage. Attention, avant le 31 mars 2025. Voilà, ça c'est important, sinon vous ne pourrez pas bénéficier de cette rétroactivité. Pour ce qui concerne la politique partenariale, on sait que ça prend du temps de renégocier des conventions. Donc, pareil, on a une rétroactivité des missions conventionnées qui est possible si la demande, là aussi, a été déposée dans Rivage avant le 31 mars 2025. Le dernier point concerne la solidarité en faveur des collectivités défavorisées. On va maintenir la majoration des projets déposés en 2024 qui sont situés dans les 311 communes qui sortent du zonage FRR. Là aussi, une petite vigilance, il faut bien déposer avant le 31 mars 2025 dans Rivage votre demande, surtout pour conserver le bénéfice d'une autorisation de démarrage qui vous aurait été déjà donnée. Mais voilà, le dossier n'a pas pu aller jusqu'au bout en 2024. Voilà. Un petit point aussi sur les règles générales du 12e programme, puisqu'il y a eu quelques évolutions dans celle-ci et qui peut notamment vous intéresser. C'est le coût du projet qui fait l'objet de la demande d'aide. Il doit être supérieur ou égal à 10 000 € hors taxe pour les travaux. Au 11e programme, on était à 8 000 €. Donc voilà, faites bien attention, ce montant est passé à 10 000. Pour le reste, on reste sur les 5 000 € hors taxe pour les autres projets, à l'exception des programmes d'action qui concernent la sensibilisation, la consultation du public, l'éducation à l'environnement et les actions de communication. Et on a rajouté tout ce qui va concerner l'accompagnement individuel et collectif des agriculteurs. Et pour finir, aucune aide inférieure à 3 000 € ne pourra être attribuée. Là, on retrouve les mêmes exceptions que précédemment pour lesquelles ce montant minimal est fixé à 1 500 €. Voilà. Avant de passer à l'outil Rivage, on va prendre un temps de questions-réponses. On va essayer de répondre au plus grand nombre. Alors moi, de mon côté, j'en ai noté quelques-unes. Alors, il y a un certain nombre de questions qui concernent la restauration de la continuité écologique.
Alors, en effet, les aménagements d'ouvrages ne peuvent être aidés que sur les cours d'eau qui sont classés liste 2 ou en Sapangui. Et on a des taux ensuite qui sont différents, avec un taux plus important pour les actions qui sont sur les ouvrages du Papart ou Sapangui. On peut bien évidemment, par contre, accompagner les effacements d'ouvrages partout. Donc, qu'on soit sur un cours d'eau classé liste 1, classé liste 2, on peut aller partout. Et il y a eu une question aussi qui nous a été posée, est-ce qu'on doit être dans un accord de territoire? Non, sur cette fiche action, on peut intervenir sur l'ensemble de notre territoire. Pour les actions aussi qui concernent les ouvrages qui sont supérieurs à 50 cm, comme j'ai pu le dire, on est bien sur la fiche action MAC 2. Avec ces conditions-là, on n'est pas sur la fiche action qui concerne les travaux de restauration des cours d'eau. Il y a eu aussi une question qui concerne le financement de systèmes pour respecter au niveau des plans d'eau le débit réservé. L'Agence de l'eau n'accompagne pas la mise en place de ces systèmes-là. On a aussi une question concernant les accords de territoire sur la durée qu'on peut accorder entre deux stratégies de 6 ans. L'année de transition entre deux stratégies, elle est de 1 an. Par rapport aussi aux travaux sur la continuité, on a une question, est-ce qu'on va pouvoir financer des travaux d'accompagnement? En fait, quand on efface un ouvrage, il y a souvent en amont, en aval de celui-ci, des travaux nécessaires à faire sur le cours d'eau. Bien évidemment, on va financer ces travaux au même taux que les travaux d'effacement. L'agence de l'eau, si on a une question, est-ce qu'on peut accompagner des travaux de restauration de la petite continuité, des bus par exemple, sur des masses d'eau en bon état? Non, puisque les travaux sur les petits ouvrages sont financés uniquement dans un accord de territoire et sur les masses d'eau dégradées et ou en risque morphologie, hydrologie et continuité de non-atteinte des objectifs environnementaux. On a aussi des questions par rapport à rivage qui concernent pas forcément notre thématique. C'est pour les études liées au bilan ou définition stratégie des accords. Là, c'est sur la thématique 8 qu'il faudra déposer votre dossier et cocher le dispositif 1 concernant les études multithématiques. Est-ce que les travaux aussi sur cours d'eau est-ce qu'on peut, financer des actions de restauration des cours d'eau en dehors d'un accord de territoire? Non, ça, les travaux de restauration de cours d'eau sont bien financés dans le cadre d'un accord de territoire, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il y avait ça dans la question aussi, pour les zones humides. Une commune qui voudrait réaliser des travaux sur une zone humide, s'il y a un plan de gestion associé, on pourra l'accompagner en dehors d'un accord de territoire. On aura peut-être après vous référer à la slide que ma collègue a pu vous présenter sur les actions qui sont financées uniquement dans un accord de celles qui peuvent l'être en dehors. Moi, voilà les questions que j'avais. Je sais pas, je pense que les collègues en ont aussi sur leur thématique, peut-être plus. Les aides au contournement des plans d'eau sont-elles conditionnées aux réductions de leur surface? Non, là, du coup, on n'a pas une condition liée à la réduction de la surface du plan d'eau. C'est vraiment, on va aller faire un bras de contournement sur ce plan d'eau pour aller mettre la majorité du débit dans le bras de contournement et non dans le plan d'eau. Donc on a une question sur les travaux de restauration de milieux incluant la lutte contre des espèces invasives. Peuvent-ils être financés et si oui, dans quelles conditions? Non, depuis le 11e programme, l'Agence de l'eau n'aide plus les espèces exotiques envahissantes. Il n'y a plus aucune possibilité d'aide sur ces espèces. Partenariat. Dans le cadre de la MAC 5, donc la fiche action biodiversité, des partenariats peuvent-ils être montés avec le CD36 pour réduire les risques de collision avec les loutres au niveau des ponts sur les zones à enjeu? J'avoue que non, on n'est pas. On n'a pas forcément faire de partenariat par rapport à cette thématique. Une question sur
Pouvez-vous préciser si le taux d'aide que vous affichez concerne les coûts marginaux d'un projet proposé ou son coût total? Dans le coût d'un projet, on peut avoir les dépenses liées aux travaux, mais des dépenses de maîtrise d'œuvre, des dépenses aussi éventuellement des coûts humains, hein, de personnel. S'il y a 2, 3 jours pour suivre le chantier, il peut y avoir ces coûts-là qui sont proposés. Après, par contre, le temps vraiment d'un animateur, il est bien pris sur la fiche Action Terre 2. On va financer un ETP sur une thématique, que ça soit par exemple, ce qu'on avait aussi la question, on peut financer un animateur sur la partie milieu aquatique, sur la partie aussi, enfin, milieu aquatique, cours d'eau, zone humide, aménagement de bassin versant, sur du foncier. Ça, vous retrouverez en fait ces actions dans la fiche Terre 2. Et les postes d'animation, par contre, ce qu'on va pouvoir financer sont liés à l'accord de territoire. Pour les CT en cours, dit en fin de 11e programme, vous indiquez une année de transition en 2025. Cela sous-entend-il qu'il faudra signer un nouvel accord de territoire d'ici fin 2025 pour être dans les clous en 2026? Non, après là, on a prévu juste en 2025 pour certains contrats qu'ils puissent continuer des actions qui étaient inscrites. On ne va pas forcément après avoir besoin. L'année de transition, c'est des modalités spécifiques pour vous accompagner, pour vous, voilà, vous mettre dans, comme vous dites, dans les clous, mais on ne va pas redemander d'aller signer un nouvel accord. Les plantations bocagères ne sont financées que dans le cas de la fiche BV1. Oui, en effet, les plantations de haies se retrouvent dans cette fiche action. Donc, dans le cadre d'un accord de territoire, sur des masses de risque ou sur les têtes de bassin versant identifiées dans les SAGE. Juste un point par rapport aux haies, on a aussi, dans le cadre de la fiche Action Max 5, vous avez aussi la possibilité de restaurer des haies à partir du moment où il y a une espèce inféodée au milieu aquatique qui en réfère, notamment certains chiroptères, dont l'année dernière, on avait pu financer certains dossiers. Il y a une question qui concerne la prise en charge de l'animation pour les actions PV1. Si dans le cadre de vos stratégies de territoire, vous avez du coup un volet qui concerne l'aménagement des bassins versants, on pourra à ce titre-là, dans le cadre de l'accord, financer un ETP ou 0,5 ETP, ça dépend des besoins, pour accompagner les postes d'animation liés à cette thématique-là. Un contrat territorial 2024-2026 va-t-il devoir évoluer en 2025? Oui, par contre, les modalités et les aides qui s'appliquent, c'est bien celle du 12e programme. Dans les mesures de transition, c'est vraiment le zonage sur lequel on laisse le temps. Donc, comme je vous l'ai dit, sur les masses d'eau, éventuellement, on avait des actions sur les masses d'eau en bon état, on peut les accompagner en 2025, mais sinon, on est bien à partir de cette année, dans le cadre du 12e programme, avec les modalités et les taux d'aide qui s'appliquent. Ça, c'est important. L'aide à 90% pour l'effacement des plans d'eau privés pourrait être limitante pour l'émergence de projets. Y a-t-il des modalités particulières pour les particuliers, avance de trésorerie à compte plus important? Là, c'est vrai qu'après, il faut peut-être voir aussi sur la région sur laquelle vous êtes ou sur le département, peut-être que nous, on apporte l'agence de l'eau déjà 90%, mais peut-être que vous pourrez avoir aussi d'autres cofinancements, comme les départements ou les régions, et vous pourrez peut-être avoir un taux d'aide de 100%. Par contre, les avances de trésorerie, l'agence n'en fait pas. Après, peut-être à voir s'il y a besoin d'avoir un versement supplémentaire par rapport à ce qui est proposé. Ça, c'est peut-être envisageable. Je vous invite à vous rapprocher de votre délégation pour voir avec elle ce qu'on peut faire sur votre projet, si c'est vraiment une difficulté. Je ne sais pas s'il y avait des questions auxquelles tu voulais répondre sur les zones humides, Laurent, parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal. Je ne sais pas s'il en reste. Il y avait une question sur l'existence d'un document d'objectifs Natura 2000 qui prendrait effectivement en compte les questions liées aux zones humides ou aux mares, et est-ce que effectivement, compte tenu de ce document-là,
on peut considérer qu'il s'agit d'un document plan de gestion. Donc la réponse est oui, compte tenu que c'est quelque chose de très détaillé. Il n'y a pas de souci en la matière. Après, est-ce que des études d'échange de gaz à effet de serre en tourbière peuvent être financées au sein d'un programme de restauration de ces milieux sur un territoire? Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on a prévu directement, puisque c'est de la connaissance pure et dure en la matière. Donc là, je serais plutôt, en tout cas sur les deux phrases qui me sont posées, de répondre non. Après, Par rapport à la loutre, effectivement, nous aidons bien la loutre, il y a aucun problème. En fait, on disait par rapport au partenariat. On n'allait pas forcément faire un partenariat. À partir du moment où vous nous déposez un dossier pour un passage pour la loutre, pour aider la loutre, il y a aucun problème. En fait, on prendra votre dossier, mais c'était vraiment par rapport au partenariat qu'on disait qu'on n'avait pas forcément besoin d'avoir un partenariat avec le conseil départemental. On finance bien évidemment les passages à l'autre. Il y a pas de problème là-dessus. Il y avait une question sur les têtes de bassin versants identifiées dans les SAGE. Donc, en fait, c'est les SAGE dans le cadre des clés qui ont donc validé ce zonage sur la base notamment de leur territoire et des rangs de Strahler. Après. Sur un ouvrage privé. 90% sur ouvrage privé, c'est bien l'ouvrage. Qui doit être privé, pas la structure porteuse du projet d'effacement. Oui. Oui, c'est bien ça. Après, c'est... Après, il y a une question sur des actions retardées sur un CT 2023-2025 pourront-elles avoir lieu en 2026 sans accord de territoire? Non, puisque l'accord de territoire signé en 2025 et donc du coup les actions sont plus éligibles en 2026, sauf si un nouvel accord est signé pour une nouvelle période de 3 ans en 2026. Et dans ces cas-là, le nouvel accord peut reprendre les actions qui n'auraient pas pu être faites à ce moment-là. Alors, il y a une question sur la notion de milieu humide, notamment dans la fiche action MAC 3. Est-ce que ça comprend les mares? Et on a eu beaucoup de questions sur la notion mare et zone humide. Donc, c'est vrai que le distinguo n'est pas évident, mais une mare n'est pas systématiquement une zone humide. Et donc, les actions de mare sont plutôt éligibles dans l'aménagement de bassins versants. Ça dépend un peu de la fonctionnalité de la mare, qui n'est pas toujours une zone humide. Je laisse les collègues répondre. Voilà, aménagement de bassin versant et aussi sur la fiche MAC 5, comme je vous ai montré dans les exemples de travaux. Je laisse Laurent compléter. Oui, c'est cela. Sachant que actuellement, il faut savoir qu'au niveau national, il y a une réflexion qui est en train de se finaliser autour d'un plan MAR qui, si cela aboutit, arriverait à considérer les mares comme petites zones humides. Et dans le cadre de cette notion-là, avec des plans régionaux spécifiques de restauration de mares qui viseraient, comme l'a précisé ma collègue, soit la biodiversité ou des fonctions hydrologiques sur une notion bassin, en dehors même des mares dites agricoles, ça serait une des actions qui serait adossée, au-delà même de la définition, au plan milieu humide. On va arrêter là. On est vraiment désolé, mais il y a énormément de questions. Il nous reste un quart d'heure pour vous présenter Rivage et vous aurez encore une petite session de questions-réponses avant de clôturer ce webinaire. Sachez que nous prenons en compte l'ensemble de vos questions. Si nous n'avons pas pu répondre à tout, nous allons essayer de faire une foire aux questions et de répondre un petit peu peut-être sur le site éventuellement Aide et Redevances, de remonter un peu les différentes questions. C'est vrai que merci à vous de poser pas mal de questions, mais on ne peut pas forcément tout répondre, on s'en excuse. Voilà. Donc, on va passer à l'outil
à l'outil Rivage. Donc, Rivage, c'est effectivement, excusez-moi, je me remets un petit peu plus au centre. Alors, l'outil Rivage, c'est le nouvel outil des agences de l'eau. Alors, il n'y a pas toutes les agences de l'eau qui sont parties sur ce nouvel outil, mais une bonne partie. C'est l'outil qui a été mis en place au 1er janvier 2025. Donc, vous avez eu un webinaire de présentation qui a eu lieu le 10 janvier. Vous avez une session le matin et une l'après-midi. Vous pouvez voir ce replay si vous le souhaitez. Mais vous avez aussi également une session cet après-midi qui aura lieu de 14 h à 16 h. Donc, parlons de Rivage, le nouvel outil de gestion des aides. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas pu suivre les premiers, de voir éventuellement cette session cet après-midi. Donc, qu'est-ce que Rivage? Rivage, donc, c'est un logiciel implémenté par les agences de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cela? Donc, c'est un logiciel qui va nous permettre de gérer nos aides. Il va les gérer de la demande d'aide jusqu'à notre paiement. On a dans ce nouveau logiciel vraiment une dématérialisation. Donc, ça apporte un peu plus de fluidité. On a aussi un module de signature électronique. On a une centralisation de l'ensemble de nos données. Effectivement, avant, vous déposiez vos aides sur UTS et nous, en interne, on avait notre outil. Maintenant, il y aura un seul et même outil. Donc, Rivage, vous avez vraiment, ce que je vous disais, de la demande d'aide jusqu'au versement. Vous avez aussi une traçabilité. Donc, tous vos échanges sont tracés sur cet outil et l'ensemble des documents est vraiment centralisé dans Rivage. Ça simplifie aussi les différents échanges avec vous. Donc, voilà par rapport à ce nouvel outil. Comment est-ce que vous y accédez? Vous y accédez toujours sur notre fameux site Aide et Redevances dont on n'arrête pas de vous parler depuis le début de ces webinaires. C'est vrai que vous trouvez énormément d'informations sur ce site-là, donc n'hésitez pas à y aller. Comment vous le trouvez sur ce site? Vous avez sur la droite de la fenêtre, en un clic, vous allez sur la rubrique Rivage, gérer vos aides au 12e programme. Vous avez également des outils à votre disposition qui sont les modes opératoires et les outils de compréhension. Là aussi, n'hésitez pas à aller consulter ce document pour vraiment être plus à l'aise sur ces nouveaux outils. On récapitule, comment vous connecter? Vous voulez déposer une demande d'aide, vous utilisez Rivage. Vous voulez déposer une demande de versement, l'aide elle a été accordée avant le 31 décembre 2024, vous devez aller sur démarche simplifiée. L'aide elle a été accordée après le 1er janvier 2025, vous devez utiliser Rivage. En ce qui concerne la thématique d'aujourd'hui, vous avez différentes thématiques à l'intérieur de Rivage. Si vous voulez déposer une aide qui concerne la thématique de ce matin, c'est la thématique numéro 7, préservation et restauration des milieux naturels et de la biodiversité. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des dossiers d'aide d'animation. Là, vous irez sur la thématique numéro 8, animation, appui technique et partenariat. Par rapport à cette thématique 7, vous avez à l'intérieur de Rivage, vous allez retrouver ce qu'on appelle des dispositifs. Vous avez dans cette thématique numéro 7, 8 dispositifs. Donc le dispositif sur les études, sur la communication, sur les travaux d'hydromorphologie et de continuité écologique, la maîtrise du foncier, les travaux de restauration des habitats et de préservation des espèces, les travaux milieux humides et littoraux, les aménagements de bassins versants, les haies, les ZTHA, et l'aménagement et travaux de préservation et ou de restauration des habitats marins et littoraux. Ces dispositifs sont liés aux fiches actions que nous venons de vous présenter. À titre d'exemple, vous voulez déposer une aide sur de l'acquisition foncière de zones humides. Donc, c'est la fiche MAC 3. On a beaucoup de codes ce matin, on est vraiment désolé. Donc, la fiche action MAC 3. Et vous avez le dispositif 4, maîtrise du foncier. Vous rentrez dans Rivage, vous irez choisir la thématique 7 et le dispositif maîtrise du foncier. On a essayé aussi après de rentrer un petit peu plus dans le détail pour vous aider. Donc, n'hésitez pas, quand vous aurez le lien vers ce replay et vers la présentation, d'aller voir à quoi correspondent les fiches actions. En face, vous avez vos dispositifs aidés. Donc, dans la fiche action MAC 1, par exemple, donc, qui est la fonctionnalité des cours d'eau, vous pouvez avoir donc un dossier de travaux sur cours d'eau.
Dans rivage, ça correspond au dispositif 3, travaux d'hydromorphologie et de continuité écologique. Donc, n'hésitez pas à vous référer à ce tableau. Donc, vous avez 3 tableaux avec les 6 fiches actions et les dispositifs en face pour vraiment vous aider au démarrage, pour bien comprendre le cheminement entre ma fiche action, dans ma fiche action, quel dispositif est aidé, et une fois que j'arrive dans l'application rivage, dans quel dispositif je dois aller. Donc là encore, voilà, je vais vous passer les 6 fiches actions. Je vous prends un seul exemple à chaque fois. Donc, préserver, restaurer les milieux humides. Comme je vous ai dit, donc j'ai des travaux de restauration sur ma zone humide. Je vais dans ma thématique 7, préservation et restaurer les milieux naturels. Je vais choisir mon dispositif des 6, donc le travaux, milieux humides et littoraux. Donc, vous avez aussi donc, la MAC 4 et ensuite l'autre exemple, donc les derniers exemples sur les fiches actions MAC 5 et bassin versant BV1. Donc, j'ai une action de restauration en faveur d'une espèce PNA. Donc, mon dispositif aidé, c'est les travaux de restauration des habitats, donc frayères pour des espèces inféodées au milieu aquatique humide et marin. Je rentre par mathématiques 7 et je choisis le dispositif de rivage, travaux et restauration des habitats et préservation des espèces. Donc effectivement, c'est un peu lourd ce que je vous présente ce matin, donc c'est ce que je vous redis. Hein. N'hésitez pas à aller voir ces différents tableaux pour vous aider et vraiment choisir le bon dispositif de rivage pour que votre aide soit orientée au bon endroit dès le départ, votre demande d'aide. Donc voilà ce qu'on voulait vous présenter ce matin. Donc la suite, on arrive à la fin de cette semaine de web rencontre. Donc j'espère que vous avez pu aller voir les différents webinaires. Là encore, je vous redis, on a les replays. Donc cet après-midi, vous avez le dernier webinaire sur la présentation de rivage, comme je vous l'ai dit. Sur le site Aide et Redevances, vous avez accès à notre 12e programme, à rivage, mais également vous aurez accès dans les semaines à venir à la présentation et au replay de l'ensemble de la semaine. Ensuite, pour toute question, n'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs en délégation. Voilà. Donc, pour finir, on va essayer de faire un dernier temps de questions-réponses parce que c'est effectivement, vous continuez à poser pas mal de questions. Il y a une question concernant le temps de validité de la subvention à accorder. La lettre d'accord de la subvention a une durée de 2 ans. Et vous pouvez ensuite vous rapprocher de la délégation si vous souhaitez éventuellement une prolongation d'1 année supplémentaire si les travaux n'ont pas pu être terminés dans les temps ou en fonction d'un découpage du marché. On a à peu près répondu, oui. Je sais pas. Okay. On est plusieurs à répondre en salle, donc on s'active derrière nos ordinateurs. Donc on a essayé de répondre à la plupart. Oui, ça j'avais déjà plus ou moins répondu. Ça, Laurent a répondu aussi. Et on est en train de répondre. Je pense que vous allez à peu près avoir la réponse à l'ensemble de vos on a plus de 100 questions. Plus de 100 questions, oui, c'est ça. Toute première. Si on n'a pas déjà. Oui, je l'ai un peu dit, mais les travaux associés à une opération d'effacement d'ouvrage bénéficient-ils du taux appliqué à l'effacement d'ouvrage en considérant que ces travaux sont nécessaires à la restauration de la zone entièrement soumise? Oui, ça, du coup, vous pouvez bénéficier d'aide par rapport à ces travaux-là au taux de l'effacement d'ouvrage. Puisque c'est vraiment lié au projet d'effacement d'ouvrage. On voit le projet dans sa globalité. Après, il y a aussi des questions sur les accords de territoire. Donc, on a vraiment des cas un peu à chaque fois un peu différents. Donc, je vous invite vraiment à vous rapprocher de vos délégations pour qu'ils puissent répondre au mieux à vos questions. Et après, voilà, quand ils ont des doutes, de toute façon, on travaille de concert avec eux. Donc, il n'y a pas de problème. Ils reviendront vers nous si jamais ils avaient des difficultés.
C'est ça. Pour des actions de restauration de milieu aquatique actées dans un CT en cours, mais sur une masse d'eau en bon état, oui, c'est possible de garder le financement. Il n'y a pas forcément besoin de déposer l'aide avant le 31 mars. Le 31 mars, c'est souvent pour aussi pour tout ce qui est rétroactivité des aides à l'animation ou pour le zonage FRR et pour les communes sortantes du précédent. Pour les contrats, la contrainte du 31 mars, c'est surtout pour les dossiers d'animation, les dossiers récurrents. C'est pour tout ce qui est Après, dossier. les projets, ça vient au fil de l'eau quand votre dossier est prêt et puis vous avez l'autorisation de démarrage et les dépenses sont prises en compte à partir de ce moment-là. Voilà. En tout cas, il faut bien faire la demande cette année puisque ça ne sera plus éligible. C'est vraiment une mesure de transition en 2025. Je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Il est déjà 11h55. C'est ça. On vous remercie pour votre participation nombreuse et on vous souhaite un bon appétit. Et n'hésitez pas, une fois que vous allez quitter, vous allez avoir un questionnaire de satisfaction qui va s'afficher. N'hésitez pas à répondre, ça nous permet vraiment d'améliorer les suivants.